Bonjour. Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Est-ce qu'on est en onde? Oui? Je pense que oui. Parfait. Alors bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Charles Bénard. Ben oui, je suis en remplacement aujourd'hui de Joël Beauchamp-Monfette. Puis c'est en fait la deuxième fois que je fais que j'anime. Mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était avant les fêtes, même en novembre. Bref, c'était assez loin pour que je m'en souvienne plus ou moins bien, voire même plus. Mais ça devrait mais ça devrait bien aller. Aujourd'hui, c'est l'incroyable Julien Lehoux qui s'occupe de la régie. Bonjour Julien. Bonjour Charles, mais incroyable, c'est un grand mot. Oui, pour lui en effet. Au programme de cette émission d'aujourd'hui, Maxime Laprise vient déconstruire un autre mythe du Moyen-Âge, celui d'une société morne et triste. Bonjour Maxime. Bonjour. Chloé Poitras-Raymond nous parle des femmes tondues à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Chloé. Bonjour. Puis finalement, Magaï Lagu-Maltais nous présente une personnage important de la politique athénienne antique et nous rappelle qu'il y a un 2e siècle à Athènes. Bonjour Magali. Salut. Avec nous en studio, nous avons un nouveau, Robert Barcan. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc, sans plus attendre, on enchaîne avec Maxime Laprise. Maxime, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui sur la tristesse? Juste avant, je veux juste confirmer qu'on est bien en ondes. Oh yes! Pour une fois, ma job va bien. Ah ouais. Bonne Saint-Pierre Damien, Charles. Donc, 2e épisode de ma chronique sur les idées reçues concernant le Moyen-Âge. Cette semaine, les médiévaux sont tristes. La culture populaire, surtout le cinéma, nous renvoie l'image d'un Moyen-Âge morne et gris, où tous ne font que prier, se battre et travailler. Un Moyen-Âge où on se tue perpétuellement à la tâche, en espérant peut-être la rédemption. C'est évidemment faux. Les médiévaux, du plus pauvre des serfs au plus riche aristocrate, aiment la fête, aiment beaucoup la fête, peut-être même davantage que nous. Ils aiment fêter, ils aiment danser, ils aiment chanter, jouer, manger, boire, conter des histoires, jouer de la musique et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, j'aborderai donc la fête au Moyen-Âge, j'évoquerai son importance ainsi que ses fonctions culturelles et sociales le plus rapidement possible. Sur le plan social, les fêtes, c'est avant tout des fêtes communautaires. On ne fête pas avec sa famille immédiate ou avec ses amis comme aujourd'hui. On fête avec son village, sa paroisse, sa corporation de métier ou même, dans certains cas, avec sa ville. La fête renforce les liens entre les groupes et les individus, mais aussi fonde la base de l'identité collective et une forme de sentiment d'appartenance. Par la fête, on s'intègre au groupe, on s'identifie à celui-ci, puis en ce sens-là, la fête a une fonction de régulation sociale dans un contexte où les autorités sont peu centralisées. Sur le plan culturel, les fêtes médiévales possèdent avant tout un caractère religieux, mais s'inscrivent toujours aussi dans des traditions païennes qui suivent les cycles naturels. Ça, c'est mon domaine. Exactement. Toutes les fêtes médiévales s'inscrivent donc à la fois dans une ambivalence, à la fois dans le paganisme et dans le christianisme, au grand désarroi des autorités religieuses qui vont tenter de les combattre ou bien de christianiser des fêtes païennes, ce qui fonctionne mieux. Fait que c'est plus les autorités qui sont tristes dans le fond. Une majeure partie de la population combine quand même ces deux significations assez sans très gros problèmes, et les autorités font preuve d'une relative tolérance dans la mesure où il n'y a pas de dérive trop exagérée. Et finalement, la fête a aussi un facteur de distinction sociale. Si l'ensemble de la population aime fêter, on ne fête pas exactement de la même façon. Tout comme on ne fête pas de la même façon dans Outremont que dans Saint-Michel. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fête au Moyen-Âge? Tout d'abord, on boit, et on boit beaucoup. On aime la cervoise, c'est-à-dire de la bière d'orge non houblonnée, parfois aromatisée avec des herbes comme de la menthe. Il faut attendre le 12 et le 15e siècle pour que la bière, comme on l'entend aujourd'hui, notamment l'houblonnage, apparaisse. Il faut attendre le 14 et le 15e siècle, notamment grâce à l'invention du houblonnage par la sainte Hildegard von Bingen, d'où le nom du bar, d'ailleurs, si vous posez le nom. Mon Dieu, un patrimoine montréalais qui prend son sens. On aime beaucoup de l'hydromel, qui est le résultat du miel fermenté dans l'eau. Du vin pour l'aristocratie. Pour le peuple, on a l'habitude de faire macérer du miel, des clous de girofle ainsi que la cannelle dans du vin, généralement du vin de plus faible qualité. J'ai déjà goûté, c'est assez spécial. Ouais, on dirait du vin chaud un peu. Oui, mais comme c'est généralement chauffé aussi. Voilà.
La distraction préférée au Moyen-Âge, c'est la danse. On y mêle le chant, les acrobaties. On danse partout, dans les rues, à l'église, aux funérailles, dans les granges. Un texte du 8e siècle d'un évêque demande aux gens de cesser de danser aux funérailles. C'est l'histoire de Footloose. Oui, En notant, c'est un moment pour pleurer et non pas pour danser. Wow! On aime chanter, jouer des instruments de musique, raconter des histoires ou des blagues, souvent fort grivoises. On en a encore des deux manuscrits aujourd'hui de l'époque. Les médiévaux adorent la grivoiserie et, pour le dire comme ça, les jokes de cul. On aime allumer des grands feux, surtout quand le soir est venu, surtout en milieu paysan. Les aristocrates vont préférer les bals, avec des danses plus formellement organisées, parfois masquées. Ceux-ci suivent généralement des banquets où plusieurs tables sont dressées. Il y a des tonneaux de divers types d'alcool. Entre chaque mets, il y a des divertissements comme des jongleurs, des pièces de théâtre, des mimes, des monteurs d'animaux, etc. D'autre part, on aime jouer. Les dames, tric-trac, un genre de backgammon. On aime jouer au dé. Du côté de l'aristocratie, à partir du 13e, 14e siècle, par l'intermédiaire des Arabes et des Perses, on aime jouer aux échecs. C'est une invention des Perses, des Arabes? Effectivement. Wow. Ou indienne, importée par les Arabes. Donc, il y a plusieurs... Intéressant. Les compétitions sportives ont aussi leurs adeptes. La lutte, la course, saut en hauteur, saut en longueur, tir à l'arc font l'objet de concours entre les villages et les bourgs. On note aussi le jeu de soule, qui est une espèce de football / rugby hyper violent où il y a... Tout est permis. Tout est permis et où souvent des morts d'hommes, en fait. La tradition, c'est notamment une compétition entre les hommes mariés et les hommes célibataires du village ou entre les villages. J'ai vu ça dans mon cours d'histoire du sport et je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube qui était une récré, en tout cas, de soul. Oui, il y en a encore qui c'était quelque chose. En contexte urbain, les fêtes ont souvent un caractère spectaculaire, surtout à partir du Moyen-Âge central avec la montée en vigueur des villes. Les gens envahissent les rues, des musiciens, des chanteurs, des poètes, des comédiens, des acrobates circulent en public. La fête attire des montreurs de bêtes, des mendiants, des prostituées, des vendeurs de tout acabit. Pour les grandes fêtes, des fontaines de vin et des tonneaux de bière sont offerts gratuitement à la foule. Des tables sont dressées dans les rues. On offre gratuitement à la foule un festin, notamment pour des grands événements comme un couronnement royal. On aime aussi les pièces de théâtre qui reprennent des vies des saints ou des passages de la Bible. À partir du 13e-14e siècle, les comédies vont aussi se développer. Je vais donner quelques exemples de fêtes médiévales plus en détail. On relève deux types de fêtes. Tout d'abord, les fêtes calendaires, c'est-à-dire les fêtes qui reviennent à chaque année selon un calendrier bien fixé. Ces fêtes accompagnent généralement la nature dans son cycle saisonnier et rythment l'année. Au Moyen-Âge, si on compte les dimanches et les fêtes, c'est près d'un jour sur 3 qui est obligatoirement chômé, au point où certains paysans vont se plaindre de la quantité de jours de congé obligatoires parce que ils ont une terre à s'occuper quand même. Ces fêtes-là, c'est généralement pour commémorer des événements donc importants d'une vie d'un saint, par exemple la Saint-Jean-Baptiste, ou d'un moment important de la Bible, notamment Pâques ou Noël. Je vais évidemment pas vous lister toutes ces fêtes-là, ça serait très long, mais je vais vous en donner quelques exemples amusantes. À Noël, par exemple, les jeunes aiment se promener de taverne en taverne pour manger, boire et se livrer à de multiples excès. C'est aussi l'occasion de tenir des compétitions sportives entre les villages. Entre le 28 décembre et le 1er janvier, on a la fameuse fête des fous, fête contestataire qui inverse l'ordre social et où tous lâchent leurs fous. On porte des masques paillards, on chante des refrains licencieux et on se livre à des grandes beuveries qui cohabitent souvent avec les licences sexuelles. On se déguise en animaux, les uns revêtent de la peau d'un animal, d'autres en prennent la tête, d'autres encore se déguisent en femmes ou arborent des figures de jeunes filles. Ils ont des faces barbues et veulent ressembler à des jeunes femmes, se plaint des religieux de l'époque. On élit un... oui, pardon. On a une question ici de Julien. Oui. Allô? Je me pose la question, tu parles beaucoup de pratiques sexuelles. Est-ce qu'on peut inclure est-ce que c'est des pratiques sexuelles qui étaient simplement hétérosexuelles ou il y avait aussi des occasions homosexuelles qui se présentaient? Très bonne occasion, parce que la plupart de ces fêtes sont masquées, hein. Donc, c'est effectivement l'occasion pour avoir des rapports sexuels
peut-être pour vivre des expériences qu'on n'aurait pas osé vivre autrement, c'est-à-dire notamment des rapports homosexuels, mais aussi des rapports entre les classes, c'est-à-dire un aristocrate peut en profiter pour s'amuser avec une paysanne ou un paysan sans trop se mettre dans le trouble. Merci pour la question. On a aussi l'usage d'élire un pape, un évêque ou un prince informel, qui est notamment un pauvre ou un homme sous qu'on met sur un chariot et qu'on couronne ou qu'on nomme pape. C'est vraiment une fête de l'inversion sociale qui rappelle beaucoup les fêtes païennes de l'Antiquité romaine. Avançons dans l'année, entre le 6 janvier et le Mardi Gras, qui s'en vient la semaine prochaine d'ailleurs, c'est le fameux carnaval. On célèbre tout particulièrement dans la semaine qui précède le carême. C'est probablement le moment de débauche annuel par excellence. Au 15e siècle, le prédicateur Olivier Maillard dit « Ces misérables chrétiens, hébétés d'esprit et de corps, qui, pendant 3 jours, se gorgent de nourriture, se vautrent dans la débauche, l'ivresse et autres bestialités, ne croiraient pas faire régulièrement le jeûne du carême s'ils ne s'étaient pas empiffrés jusqu'à minuit du Mardi Gras. » L'agitation autorise les pires extravagances dans la ville. L'usage est d'envahir les rues en portant encore une fois des masques. On danse, on boit abondamment dans les rues. Le Mardi Gras, dernier jour du carnaval, on fête la Saint-Penseur, le saint patron des gros ventres, qui est un saint inventé. Le saint patron des gros ventres. Oui, les jeunes gens se regroupent, se costument de façon bizarre, parcourent les rues, vont de porte en porte pour demander à boire et à manger et de l'argent. C'est un peu un genre d'Halloween, mais on s'arrête à chaque porte pour boire avec la personne qui nous a fait une offrande. Et s'il refuse de nous faire une offrande, et on le menace de lancer des trucs sur sa maison ou de capturer sa fille. Comme moi à l'Halloween quand j'avais 15 ans. J'espère que tu capturais pas des filles. Non, ça jamais. Ça. C'est bon. Ça, c'est des œufs. À part qu'on brise le carême, c'est donc une fête gastronomique, on s'empiffre à qui mieux, et les prédicateurs reprochent aux fidèles d'oublier trop facilement les pénitences qui se sont imposées pendant le carême et la semaine sainte. Le théologien Robert Sorbon au 13e siècle dit « Je sais ce qu'il vous faut en ce jour, sermon court et table longue. » À la Saint-Jean-Baptiste, jour le plus long de l'année, là, on a la fête païenne par excellence. On allume des grands feux, on danse et on boit autour de ces feux-là, on s'amuse à sauter par-dessus les feux. À la Saint-Valentin, à certains endroits, on allume des grands feux de joie. Les couples sont appelés à haute voix, font plusieurs fois le tour du feu en dansant. Au moment de se séparer, la Valentine embrasse son Valentin et celui-ci est obligé de se racheter pendant la semaine en lui offrant un cadeau. Je prends des notes. On célèbre aussi la fête du patron de certaines communautés et de chaque corporation. Les armuriers ont Saint-Guillaume, les chasseurs ont Saint-Hubert et les étudiants ont Sainte-Catherine. Petit exemple de rite particulier, la Sainte-Catherine, la patronne des étudiants universitaires, donc, les étudiants en lettres de Paris qui sont réputés pour leur mauvais comportement parcouraient les rues avec des masques, brandissant des torches et dansant dans les rues en insultant les bourgeois. On devrait tellement s'inspirer de ça ici. Ben, je sais pas si l'UQAM, c'est si différent. Encore mieux, à Dijon, en 1452, on note que des étudiants en lettres s'attaquent à la maison de leur recteur en lançant des pierres sur sa maison. Ils brisent 3 portes en chantant et en criant et en dansant. Wow. Voilà. Je n'ai pas le temps d'énumérer les autres, mais on note aussi à ne pas oublier les fêtes ponctuelles, c'est-à-dire les fêtes qui marquent des moments de la vie des individus, notamment du seigneur ou du roi, un prince, un couronnement, une naissance, un baptême, un mariage. Bien sûr. Notamment dans un village, le mariage d'un couple constitue un événement un grand événement de fête, mais pas seulement pour la famille, pour l'ensemble du village. Il y a une pratique, notamment, ces fêtes-là, on a une grande messe généralement. Après la messe, on passe à la noce à proprement parler, qui est vraiment la fête, qui peut parfois avoir lieu jusqu'à 1 semaine quand l'occasion le permet. Il y a notamment une cérémonie pour la première nuit, c'est-à-dire le premier rapport sexuel entre le couple, qui est la bénédiction du lit par le prêtre, qui rentre dans la pièce, encense le lit, dit quelques prières, bénit le lit. Ensuite, on accueille le couple qui va
souvent être couché aussi dans le lit pendant la bénédiction. Il est d'usage pour l'homme de tenir du sel dans ses poches à ce moment-là. Ça préviendrait les problèmes d'érection au moment de la première relation sexuelle qui peut arriver à cause de l'angoisse de performance. Oui. C'est bien cool, le Moyen-Âge. Ensuite, les gens sortent et on a le premier rapport sexuel qui est quasi public. Il est d'usage d'aller écouter les célibataires, d'écouter aux portes et à la fenêtre, écouter, en guillemets, le contentement des époux. Après c'est bien weird. Après le rapport sexuel, il est d'usage que les célibataires entrent dans la chambre avec du vin chaud et tous on boit ensemble pour fêter, commémorer je suis pas dans. la nouvelle union qui vient de se créer. Donc je crois avoir su démontrer qu'on a un Moyen-Âge qui est toujours dans une tension, oui, entre le christianisme, on a toujours une fête avant le party, on a toujours une messe avant le party, mais le party est toujours grandiose, il y a toujours beaucoup de divertissement. Donc on n'a pas... Le Moyen-Âge est une période, oui, difficile, mais aussi lumineuse. Merci beaucoup, Maxime. Puis j'aurais une petite question si on a le temps. Ben, est-ce que justement, parce qu'il y a une vie, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il y a une vie aussi qui est un peu difficile, tu sais, peut-être pour les gens de tous les jours qui se ressentent le besoin de fêter aussi fort, ou c'est juste... C'est pas plus difficile quand même. C'est une thèse qui se tient tout à fait. Je suis pas psychologue, donc je peux pas tout à fait répondre, mais c'est une thèse qui est effectivement avancée. C'est presque... Peut-être qu'on aime à ce point fêter parce qu'on a une vie qui est difficile, une vie qui est faite de domination, une vie qui est faite quand même de violence. C'est ça. Et peut-être que la fête vient effectivement répondre à des besoins sociaux qui peut-être sont moins présents aujourd'hui, par exemple. Mais c'est une hypothèse. Intéressant. Wow. Merci. Merci beaucoup pour cette belle chronique, Maxime. Si vous voulez voir un autre mythe du Moyen-Âge être mis en question, je vous suggère d'écouter la chronique de Elliot Boulat du 1er novembre dernier sur la guerre au Moyen-Âge. Puis, c'est l'heure de la pause musicale. Julien, qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien, Maxime, tu m'as tellement inspiré d'imaginer des jeunes garçons, des jeunes filles butiner ensemble dans les fleurs, s'enivrer d'alcool et avoir beaucoup de plaisir. J'ai décidé de mettre une chanson par Lindemann, qui est quand même le chanteur de Rammstein et son projet solo. OK. Chloé, tu vas peut-être me corriger sur mon allemand. Frau und Mann. Qui voudrait dire? Frau und Mann. Qu'est-ce que ça veut dire? Femme et homme, tout simplement. Et voilà. Donc, on va mettre ça. und lang, dick und schlank, groß und klein, grob und fein. Wasser oder Feuer, billig oder teuer, dunkel oder hell, langsam oder schnell, nass und trocken, knien oder hocken, schlafen oder wachen, weinen oder lachen. Ei, 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 hässlich oder schön, im Liegen oder Stehen. Ziehen sich an, stark und schwach, müde und wach, eckig oder rund, Katze und Hund, hin und her, leicht und schwer, hoch und tief, gerade und schief, kurz oder lang, gesund und krank, Mensch oder Tier, dort oder hier, Krieg und Frieden, verlieren oder siegen, trocken oder nass, Liebe oder Hass, ei, 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 hässlich oder schön, im Liegen oder Stehen, ei, ei, Frau oder Mann, Gegensätze ziehen sich an, ei, 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 ich kann nicht liegen, wenn ich stehe, kann nicht stehen, wenn ich gehe, ei, 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 kann nicht schlafen, wenn ich esse, nicht vergessen. Ei, 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 ei. Kann dich nicht vergessen. Ei, 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 ei. Einfach nicht vergessen. Gegensätze ziehen sich an. Immer wieder Frau und Mann, immer Schatten, wenig Licht,
Doch ohne Liebe geht es nicht. Ei, 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 hässlich oder schön, im Liegen oder Stehen. Ei, 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 Frau oder Mann, Gegensätze ziehen sich an. Ei, 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 ich kann nicht liegen, wenn ich stehe. Ich kann nicht stehen, wenn ich gehe. Ei, 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 kann nicht schlafen, wenn ich esse. Kann ich nicht vergessen. Frau oder Mann. Gegensätze ziehen sich an. Und aus. Et on est revenu. Oh, rebonjour à Histoire de passer le temps. On enchaîne tout de suite sans plus attendre avec Chloé Poitras-Raymond. Chloé, on sait que la France est déchirée après la Deuxième Guerre mondiale et par la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis mélangé dans mon texte. Donc, tu as décidé de nous parler de ce qui arrive quand elle est libérée, plus spécifiquement d'une forme de justice populaire. Qu'est-ce que tu veux nous conter aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les femmes tondues. Donc, c'est un phénomène, en fait, il n'est pas spécifique à la Deuxième Guerre mondiale ou à la France. Par contre, c'est le cas dans l'historiographie francophone qui est le plus connu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de celui-là aujourd'hui. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est des tondues? En fait, ce sont des femmes qui ont subi la tonte de leurs cheveux en guise de châtiment durant ou à la suite d'un conflit armé. Donc, comme c'est le cas juste après durant la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'accusation, en fait, qu'on porte contre ces femmes-là, c'est d'avoir fraternisé avec les Allemands. Et là, le terme fraternisation est un peu spécial. En fait, normalement, fraternisation voudrait dire toute communication qui est faite entre les soldats et les populations occupées, que ce soit jouer avec des enfants ou prendre une bière entre un personne âgée, par exemple, et un soldat allemand. Par contre, très rapidement, dans plusieurs situations d'occupation, que ce soit en France, en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, le terme fraternisation devient synonyme de relations sexuelles ou, dans certains cas, également de relations amoureuses. Donc, en fait, ce qu'on leur reproche à ces femmes françaises-là, c'est d'avoir entretenu des relations sexuelles ou amoureuses avec l'ennemi pendant qu'ils étaient en situation d'occupation. Donc, il y a eu deux grandes vagues de tontes, comme on les appelle. Donc, une première qui est de masse en août-septembre 1944. Donc, ça suit vraiment après le débarquement, la libération du territoire français. Et une deuxième vague qui a lieu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une fois la capitulation faite en mai. Donc, avec le retour des prisonniers de guerre français qui étaient en Allemagne, ils reviennent à la maison. Et également avec la découverte de à quel point c'était horrible ce que les Allemands ont fait dans les camps de concentration, les camps de la mort. Là, on se met à haïr encore plus les Allemands qui nous ont occupés. Donc, on a une deuxième vague de tonte contre ces femmes-là, ceux qui ont eu des relations avec eux. Parce que ça a été vraiment un choc, là, la découverte des camps de concentration pour la population. Exactement. Là, ça a choqué encore plus. Puis dans les cas de justice populaire, ça doit être... Exactement. Donc, il y avait quand même des petites informations qui avaient circulé avant ça. C'était pas totalement une surprise, mais l'ampleur d'à quel point c'était atroce, là, on le découvre à ce moment-là. Et comment ça se déroule, en fait, ces tontes-là? Il y a plusieurs déroulements possibles, mais classiques, c'est en fait qu'il va y avoir la population va identifier les femmes, donc ça se fait par dénonciation. C'est ça, par oui-dire. Par oui-dire. Ils vont aller chercher la femme chez elle, ils vont l'amener sur la place publique, il y a parfois une estrade qui va avoir été installée, et ils vont raser les cheveux de la femme devant une foule qui va s'être ramassée. Ça ressemble un peu en fait aux exécutions publiques, là. Et ensuite, on va prendre la femme et on va la parader à travers la ville en cortège. Elles vont être parfois en fait nues à demi-nues et également elles vont on va avoir des croix gammées parfois de peinturées sur le corps, soit avec du goudron, du maquillage, de la peinture et très malchanceux. En fait, il y en a qui ont été tatoués des croix gammées, voire même sur le visage. Je pense qu'on avait une question de Julien. Oui, mais ça, j'assume que ces femmes-là n'avaient pas de procès nécessairement. C'était juste, elles faisaient juste se faire prendre comme ça. Exactement. Donc, on en a quelques traces, en fait, dans des procès. Et en fait, ces femmes-là vont avoir été accusées aussi d'avoir divulgué des informations à l'occupant allemand. Par contre, la majorité d'entre elles
sait pas ce qu'elles ont fait. Là, on était vraiment juste dans une relation avec ces Allemands-là. Donc, on n'a pas eu de procès. C'est vraiment une justice plutôt populaire. C'est pas illégal, en fait, d'avoir cette relation-là. C'est juste... Okay. Exactement. Dans le code criminel français, la fraternisation, c'est pas un crime, techniquement. Donc, c'est vraiment dans la justice populaire contre les femmes. Et qui elles sont, en fait, ces femmes-là? On parle d'environ 20 000 femmes de tout âge, toute profession, qui ont été tendues sur l'ensemble du territoire français entre 1943 et 1946. C'est quand même beaucoup, là. Oui, puis ça, c'est celle qu'on connaît, parce que souvent, avec les questions de violence sexuelle, les chiffres sont souvent assez revus à la baisse par les historiens, parce qu'on connaît pas l'ampleur. C'est quand même 20 000 femmes qui ont été mises devant le public, qui se sont faites... Il y en a quelques-unes qui ont eu lieu en privé, mais la majorité était vraiment publique. Donc, on parle de femmes qui étaient soit en amour, et n'acceptaient pas par conviction. Certaines d'entre elles étaient vraiment pro-allemand ou pro-nazi. Certaines d'entre elles cherchaient une expérience sexuelle, étaient en révolte contre la famille, donc sont allées voir l'occupant. On en a qui sont des prostituées, donc c'était leur métier. Et dans certains départements, les prostituées ont été épargnées. Versus en fait les femmes que c'était volontaire. En fait, on leur dit, mais en fait, au final, eux, c'était leur job, donc c'est pas une trahison de la nation à ce moment-là. On a également des femmes qui sont en situation de survie. Donc, en occupation, on a souvent ce qu'on va appeler du troc sexuel. Donc, c'est un peu un mélange entre la relation consentante et la prostitution. Donc, des femmes qui, pour survivre, sont souvent en fait responsables de leurs parents âgés et d'enfants. Elles sont toutes seules, donc elles vont avoir besoin, vont aller chercher un moyen d'avoir des privilèges, de la nourriture, des cigarettes qui se retrouvent à être souvent la monnaie d'échange en fait dans les marchés noirs à ce moment-là. Et certaines d'entre elles également qui sont... Une question juste ici. Oui. C'est quoi le rapport des autorités légitimes, qui sont encore bien faibles, ou des autorités pas d'occupation, mais de libération, je veux dire, par exemple, comme les troupes alliées? C'est quoi leur rapport à ces événements-là? Pour ce qui est, en fait, des autorités officielles, par exemple, la police, on a des preuves, en fait, qui étaient souvent présentes et que ça allait un peu légitimiser cette justice populaire-là. Donc, on avait ces personnes-là. Au niveau des alliés, c'est une bonne question. Je suis tombée, il y a pas longtemps, sur une entrevue où c'était un soldat britannique en Belgique qui avait été témoin de ça. Et ce qu'il disait, en fait, c'est qu'eux autres, ça les regarde pas. C'est leur libération, c'est la population contre population, puis ils veulent pas se mêler de ça. C'est un témoignage. Est-ce que dans d'autres cas, ils sont intervenus? C'est possible aussi. Mais ça, donc, c'est vraiment population ensemble. Wow. Et donc, en fait, ce qu'on leur reproche à ces femmes-là, et là, je vais mettre des très, très gros guillemets autour de ce terme-là, c'est de la collaboration horizontale. Donc, fascinant. Oui, c'est genre le terme. Donc, on va leur reprocher d'avoir trahi la nation, donc d'être allé contre-patriotisme, d'avoir été avec l'ennemi. Dans certains cas également, c'est l'idée que la promiscuité pourrait être liée à des délatrices potentielles, alors que généralement, là, ils n'ont pas été dans une situation de trahison. Il n'y avait pas nécessairement des informations à transmettre comme femme. Et c'est vraiment l'opposition entre le bon français patriotique qui a souffert de l'occupation versus ces femmes-là qui auraient été un peu insouciantes, qui auraient choisi le camp allemand et qui, eux, n'ont pas souffert de la faim et qui ont eu des restrictions comme les autres l'ont fait. Donc, c'est une accusation qui est vraiment... un peu classique contre les femmes. Donc, elles ont été légèreté, le goût du luxe, l'inconduite, une insouciance. Donc, c'est ça qu'on leur reproche à ces femmes-là. Et en fait, tu me posais la question par rapport à ces autorités-là qui tondaient. En fait, c'est la population de manière générale qui a participé à ces tontes-là. C'était assez populaire, en fait. C'était assez accepté. Et deux catégories principales de personnes qui s'en sont mêlées, c'est d'abord la résistance. Donc, ce qui fait que ça a une certaine acceptation à ce niveau-là dès le départ. C'est une justice populaire qui est faite. La résistance devient un peu comme une sorte d'autorité dans certaines choses. Donc, ils ont un statut, un certain prestige. Et en fait, eux, dès 1941, dans la presse clandestine, ont fait un appel, fait des menaces, en fait, de tonte. Et on leur a dit, vous, les femmes qui êtes avec les Allemands en ce moment, quand la libération va arriver, ça va se passer. Ah, mon Dieu, donc, dès 1941, on sait que ça va se passer. Et l'autre groupe qui va faire ces tontes-là, mais c'est en fait des mouvements spontanés de la foule. Donc, dans l'action de la libération, on va décider, ben là, cette femme-là, c'est là que ça se passe. Puis j'imagine qu'il y a des femmes aussi qui, comme c'est des délations, qu'il y a peut-être des femmes qui ont été prises là-dedans, pas que c'est moins pire que les autres, là, mais qui ont été prises là-dedans simplement pour avoir été
je sais pas, tu sais, une femme de ménage ou quelque chose du genre. Exactement. Donc, on a comme il n'y a pas vraiment de procès avec ces femmes-là, ben, il y en a qui ont vraiment eu des relations avec les Allemands, qui, pour moi, n'est pas vraiment un crime. Non, de base. Mais en plus, il y en a qui ont même pas fait ça. Donc, qui ont été, par exemple, ménagères, cuisinières, voire qui ont habité dans la maison à côté, donc et qui ont eu des contacts, sont parlé un peu, donc c'est suffisant dans certains cas. Fait que c'est vraiment de l'impulsivité, là, c'est comme un genre de mouvement. Là, oui, c'est un gros mouvement. Oui. C'est un mouvement de colère, mais c'est vrai que j'ai la misère à comprendre comment est-ce que on peut se dire on va faire ça à notre population, à nos femmes. Mais oui, mais c'est la colère. Oui. L'histoire des femmes. On n'est pas là. Mais là, on rentre un peu dans la symbolique, qu'est-ce que ça signifie raser les cheveux des femmes, qui est un phénomène qui est pas... on a en fait des preuves que ça a été fait aussi au Moyen-Âge. Ah! Est-ce qu'on a des études là-dessus? Faudrait vérifier. Mais c'est quand même quelque chose... C'est une humiliation, en fait, de la femme de raser ses cheveux, qui est un symbole de féminité, surtout à l'époque, là, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais encore, là, c'est pas quelque chose, en fait, ça ne tenterait pas personne ici, comme châtiment, que ça nous arrive. Donc, au niveau de la symbolique, c'est vraiment une réappropriation du corps des femmes. Donc, c'est ça que les historiens vont beaucoup faire ressortir, que en rasant les cheveux, ben, on ramène la femme qui était passée du côté de l'ennemi, on la ramène chez soi. Est-ce qu'on coupe sa sexualité aussi, genre qui est délinquante un peu? Oui, dans certains cas, ça va être un peu ça. Donc c'est une sorte de désexualisation de la femme parce qu'elle est moins désirable. Surtout, en fait, on va se le dire, les tongs ne sont pas faites par une coiffeuse qui fait bien la job. On regarde, on ressemblera pas à Eleven dans Stranger Things. Exactement. Donc, oui, on a une certaine asexualisation de la femme à ce moment-là. Il y en a qui vont parler, en fait, ils vont comparer ça à un genre d'adultère, en fait, qui serait fait contre l'époux abstrait et collectif qu'est la nation. Donc, oui, donc, vraiment les comparaisons, mais c'est assez fréquent, en fait, que lorsqu'on parle de violence sexuelle en temps de guerre, on parlait de la nation comme du corps de la femme, la comparaison entre les deux. Donc, on le voit aussi, par exemple, quand les soldats vont entrer en territoire ennemi, il y a un peu ce qu'on appelle le butin de guerre, vont aller chercher la femme, il y a des viols qui ont lieu, et là, eux, les Français, ce qu'ils font en rasant les cheveux des femmes, c'est qu'ils reprennent ces femmes-là, ils les ramènent ici. Okay, il faut comprendre aussi que la tonte, c'est une marque publique qui va être visible pendant plusieurs mois. Ouais. Donc, les cheveux vont être rasés pendant... ça prend quand même un certain temps avant de repousser. Et donc, on a qui vont partir d'une sorte d'épuration, en fait, de ces femmes-là, d'expier, en fait, de leurs péchés. Puis l'humiliation, tu l'oublieras pas avant... en fait, je sais pas si tu oublies ça dans ta vie. Non, c'est ça. Donc, on parle, en fait, de choc post-traumatique chez ces femmes-là. Donc, il y a beaucoup qui vont avoir quitté, en fait, ces villages-là après ça, leur ville, parce qu'ils ont été ostracisés pendant des mois, des années après ça, et à un moment donné, ils sont juste plus capables. Faut qu'ils sortent de cette place-là où tout le monde sait qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Pas nécessairement non plus ce qu'ils ont fait, là. Oui, c'est ça. Ou la réputation qu'il y avait pendant la guerre, surtout. Ouais, c'est ça. Donc... Puis toi, en fait, tu considères vraiment que c'est des violences à caractère sexuel? Oui. En fait, quand on parle de violence sexuelle, on inclut là-dedans, en fait, le harcèlement sexuel et l'humiliation sexuelle. Et pour moi, en fait, ça rentrerait dans l'humiliation sexuelle. Surtout, en fait, le fait qu'elles sont paradées, en plus, tout ça est fait en public. Normalement, un châtiment non plus, c'est que ça devrait être faire parler de la prison, quelque chose. Mais là, c'est vraiment le but est d'humilier ces femmes-là et de rendre, en fait, ce qu'on appelle leur faute publique, là, même si c'est pas vraiment une faute. Là. Ouais, puis comme t'expliquais, en plus, c'est la fraternité est vraiment comme conceptualisée autour de la sexualité. En plus, oui, exactement. Plus que juste d'avoir eu des contacts. Donc c'est vraiment ça qui leur est reproché, alors qu'il y en a qui ont pris des bières avec des Allemands, qui ont eu des discussions, mais c'est vraiment c'est beaucoup les femmes qui vont être visées là-dedans. Et c'est une question de Robert. Excuse-moi, mais après, dans les années genre 60, 70, est-ce que le gouvernement français a présenté des excuses? Non? Ben, je sais pas, c'est une question comme ça. Non, mais non, en fait, la réponse c'est une bonne question. Ça aurait fallu, mais non. De toute façon, le gouvernement français n'est pas celui nécessairement c'est pas lui qui a orchestré cette tonte-là, mais dans la mesure où c'était accepté dans la population, il aurait dû quand même le faire. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est pas du tout parlé avant, qui est très peu parlé avant les années 90, comme généralement la violence sexuelle, de manière générale en histoire, avant les années 90, là, c'est assez mort, c'est plutôt un silence. Et il faut comprendre en fait que ces victimes-là, donc comme on parlait, ils ont vécu un choc post-traumatique, souvent, ils n'ont pas envie de parler de ça. Ils n'ont pas envie de revivre ce traumatisme-là, surtout qu'ils
ils pensent pas non plus que ça va être accepté dans les années 60, 70. Ça passera pas nécessairement mieux. Il y a eu un certain manque de visibilité aussi. Il y en a qui vont parler d'un aveuglement des historiens pendant plusieurs années. Avant les années 90, parler des victimes femmes dans la guerre, ça se fait très peu. En fait, on parle surtout de la victime universelle qui est le soldat. Également, c'est que le châtiment en tant que tel est relié au corps, au plaisir, en fait, à la souffrance. Donc, c'est un sujet qui est malaisant pour beaucoup de personnes. Donc, on veut pas parler de ça. Et surtout, c'est la résistance qui est impliquée. Et en France, et dans plusieurs pays, en fait, de l'après-guerre, il y a certains sujets dont on ne veut pas parler. Il faudrait que la résistance soit parfaite. Exactement. Donc, on veut pas parler du négatif de la résistance. Donc, on essaie d'éviter ça. Donc, d'abord, en fait, ces victimes-là vont être vues comme traîtres pendant vraiment plusieurs années, jusqu'à ce que ça change dans les années 90 et que là, on commence à les voir vraiment comme victimes dans l'historiographie. C'est ce qui va ressortir, qu'elles ont vraiment été victimes de quelque chose qui était beaucoup, beaucoup trop grand pour ce qu'elles ont vécu dans la Deuxième Guerre mondiale. Et plus récemment, en fait, la manière qu'on voit les tondus a également changé parce on les voit maintenant un peu plus comme un symbole, en fait, de tout ce qui va pas bien à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France. Donc, elles se mettent c'est une société qui est en fait complètement chamboulée et on va comprendre que cette société-là qui fonctionne pas, ben, ils se sont virés vers ça et donc elles deviennent ce symbole-là de ça va mal partout. Le délire populaire. Ouais, un peu comme ça, exactement. Donc, mon Dieu, fais ça vite. Donc, comme je vous le disais tantôt, c'est un phénomène qui est pas seulement français. Donc, ça a eu lieu un peu partout où est-ce qu'il y a eu une occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on parle des Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, en Italie. Ça a également eu lieu en Allemagne. Donc, cette fois-ci, ce sont les femmes allemandes qui sont faites raser la tête lorsqu'elles ont eu des relations avec les soldats, surtout britanniques et américains. Donc, c'est la même chose. On leur reproche encore une fois d'avoir trahi la nation en ayant des relations avec les ennemis. C'est quand même quelque chose qui a eu lieu également avant la Deuxième Guerre mondiale. Comme je vous disais, il y a eu des petits cas qu'on a entendu parler ici et là, époque moderne, mais Moyen-Âge. Premières études qu'on parle véritablement, c'est dans les années 1920, donc durant l'occupation de l'Allemagne par les Français. Donc, on a eu déjà des premiers cas de tondes qui sont recensés et qu'on a abordés. Autre cas très intéressant, celui de la guerre civile espagnole. Donc, cette fois-ci, c'est les... qui commence en 33 ou en 36? 36, ouais. 36-39. Donc, on a eu des tontes des femmes qui sont rattachées au camp républicain. Donc, ce sont souvent des femmes qui sont engagées politiquement. Donc, on n'est pas nécessairement dans la même faute, en fait, qu'on leur donne. On les accuse, en fait, d'engendrer des marxistes. Belle accusation. Donc, on veut, en fait, vraiment aller vers une opération de purification. Donc, raser les cheveux avant de pouvoir faire une rééducation. Donc, c'est toujours, en fait, un crime qui est un peu weird, associé vraiment aux femmes qu'on va leur reprocher. Et là, on rase les cheveux comme châtiment, toujours un peu weird. Étrange. Très étrange. Très bizarre, oui. Oui, très choquant. Merci beaucoup, Chloé, pour rester une excellente chronique. Ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je connaissais pas, puis je crois que plusieurs de nos auditeurs aussi. Si vous aimeriez en savoir plus sur l'après-Seconde Guerre mondiale en France, on vous conseille la chronique de Gabriel Poirier du 29 novembre dernier sur la guerre froide en France. C'est l'heure de notre pause musicale. Julien, qu'est-ce qu'on s'en va écouter? Eh bien, pour aujourd'hui, on va écouter Love de Montrose. Shipper ça sur l'album, shipper ça sur l'album.
Bonjour. Pour notre dernière chronique, on retourne encore plus dans le passé puisque Magali Lagumaltais, chroniqueuse de longue date et animatrice que vous connaissez bien, vient nous parler d'un sujet d'antiquité. Oui. Comme à son habitude, bien sûr. Mais avant, Magali, je crois que tu as une annonce excitante pour nous. Ben oui, mais en fait, c'est une sorte de mise en bouche aussi pour ma propre chronique. Donc, je vous annonce aux auditeurs et auditrices de notre fabuleuse émission que le 6 mars prochain, vous aurez droit à une émission thématique pour souligner la journée des droits des femmes. Et l'émission va tourner autour de portraits de femmes inspirantes, surprenantes et trop souvent oubliées. Bref, la routine. Dans cet esprit, j'ai décidé d'entreprendre une sorte, un peu en avance, en fait, une sorte de mini-série en 2 parties sur des femmes qui ont vécu à plus de 800 ans d'écart, mais qui ont toutes 2 marqué leur temps durant l'Antiquité. Et cette semaine, je voulais vous présenter la première d'entre elles, qui s'appelle Aspasie de Milet. C'est une femme très influente dans l'Athènes du 5e siècle. Et je le dis souvent à cette émission, même si vous n'êtes pas vraiment familier avec l'Antiquité grecque, le peu que vous connaissez est probablement lié à ce fameux 5e siècle, qui est une période faste. Alors si on pense aux philosophes, aux grandes guerres, aux pièces de théâtre, au Parthénon, bref, vous l'aurez compris, hein, c'est le portrait qu'on se fait généralement de la Grèce. Et c'est un moment d'ébullition, comme je l'ai dit, pour la société athénienne, certes, mais ceux qui participent à ce faste, ben, c'était les hommes. Les femmes, elles, c'était pas des citoyennes. Elles avaient pas du tout le droit de prendre part aux décisions politiques et elles étaient considérées comme d'éternels mineurs, donc toujours sous la tutelle d'un homme, qui soit leur père, leur frère, leur mari ou même leur fils. Ouais, donc bien joyeux. Et leur rôle principal était d'être des épouses, des maîtresses de maison, des mères de fils qui seront des citoyens, donc des fils légitimes, assurer une descendance. Juste, y avait-tu un statut de mineur ou même c'était quoi le statut ben, il était comme d'éternels mineurs en ce sens qu'ils pouvaient pas c'est ça, ils peuvent pas posséder des choses en leur propre nom, ils peuvent pas prendre hériter des décisions. non, c'est ça, donc vraiment éternels mineurs complètement. Et à l'inverse de ces épouses de citoyens dont la vie devait vraiment être anonyme, d'ailleurs j'aurai une anecdote à ce sujet un peu plus tard, il y a certaines personnes, ou en tout cas certaines femmes qui vont être ce qu'on appelle des étaïres ou des courtisanes et qui vont jouir d'une existence que je caractériserais définitivement de plus indépendante. Et donc, à mon sens, peut-être un peu plus intéressante, mais ça reste à débattre. Et comme le disait un auteur qu'on appelle le pseudo-Démosthène, malheureusement, on ne sait pas son nom, donc voilà, on le pseudo-Démosthène, il nous dit « Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir, les concubines, nous les avons pour les soins de tous les jours, et les épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer. » Donc, ça donne une idée de chaque rôle pour chaque femme. Et vous l'aurez compris, Aspasie de Milet, elle appartenait à ce groupe des étaïres. Et si vous voulez en savoir plus sur la situation des femmes, j'ai fait 2 chroniques il y a assez longtemps sur la situation à Athènes et à Sparte, là, respectivement du 25 novembre et du 16 décembre 2016. J'ai pas eu le temps de tout m'attarder sur la situation, donc allez écouter ça si ça vous intéresse. Et donc, ces étaïres, qui sont faites pour le plaisir, on peut se demander, mais est-ce que c'était des prostituées? Ben, étymologiquement parlant, étaïre, ça signifie ami ou bon ami. C'est le féminin d'étairos, qui est compagnon, ami. Et en fait, on va le traduire plutôt par courtisane que par prostituée, mais en fait, c'est un peu la même chose. En fait, la seule distinction qui est faite, c'est entre la pornée, en fait, qui est la simple prostituée, si je peux dire, là, avec des guillemets, là. L'étaïre, ce serait simplement quelqu'un qui a un rang social élevé et qui jouit donc de peut-être une position plus de prestige. Donc, c'est à peu près la seule... finalement la seule distinction, mais quoique elle avait quand même la possibilité éventuellement peut-être de devenir la maîtresse de quelqu'un d'important, finalement peut-être sa concubine, c'est-à-dire de vivre sous le même toit que lui, sans que ce soit vraiment une épouse légitime ou sans que ses enfants aient justement cette légitimité-là. Et étant de rang social un peu plus élevé, ben on peut penser que les étaïres avaient un accès peut-être plus important à une certaine éducation ou que entre elles s'entraînaient à développer des talents qui allaient plaire à une certaine clientèle comme le chant, la poésie, la danse, mais aussi les conversations intellectuelles, le fait de se tenir au courant des affaires qui touchent la cité. Et donc, elles vendaient pas seulement leur corps, des services sexuels, mais aussi une sorte de compagnie, de compagnonnage qu'elles offraient, ou en tout cas des talents qu'elles pouvaient offrir à leurs clients. Mais elles étaient rémunérées. Elles étaient rémunérées pour les actes sexuels, ou en tout cas, la patronne de l'établissement l'était certainement, donc voilà.
Ça fait penser un peu aux geishas au Japon. Est-ce que c'est un peu le même principe? Ben, c'est ça, je sais. J'ai entendu souvent cette comparaison-là, mais moi, je connais très peu la réalité d'une geisha. Donc, je sais pas à quel point les geishas, elles, vont avoir des relations sexuelles avec leurs clients. Les étayères, ça semble être des gens qui ont quand même des rapports sexuels sur une certaine base. Peut-être quand tu deviens tenancière, peut-être un peu moins. Donc, je sais pas. C'est peut-être plus toi qui peux me répondre là-dessus, en fait. Bon, mais c'est là qu'il va falloir que je fasse une chronique sur les geishas. Je l'attends avec impatience. Donc, mais oui. J'ai aussi une question, finalement. Oui. Comment est-ce que on arrive à devenir ces genres de courtisanes-là si les femmes avaient un statut de mineur? En fait, finalement, le lien de sang, l'appartenir à l'aristocratie, c'est ça qui permet d'être une courtisane de plus haut niveau, je sais, comme probablement qu'il y a certaines des femmes qui peut-être venaient de familles qui sont plus nanties, mais qui sont des familles d'étrangers, par exemple, donc qui n'ont aucun droit à Athènes parce que c'est ce qu'on appelle des métèques. Il y a peut-être des femmes aussi qui sont des simples esclaves qui sont vendues à différents propriétaires de bordels ou à différentes personnes et qui sont là pour des services sexuels et que pour des raisons XY, on va leur fournir l'occasion de se perfectionner dans un domaine. Donc, c'est difficile de savoir comment les gens arrivent vers ça, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a de l'information. Ouais, il y a personne qui écrit sur la prostitution, sauf pour dénoncer les travailleuses du sexe, dans le fond. Et Aspasie, justement, ben c'est ça, il y a très peu de choses qui nous font comprendre pourquoi elle vient d'abord à Athènes. D'ailleurs, son nom qui signifie la bienvenue, c'est peut-être seulement son nom de guerre, entre guillemets. On sait même pas si c'est son vrai nom. Mais toujours est-il que, bon, Aspasie de Milet, ben, ça nous fait dire qu'elle vient de Milet. C'est une ville d'Ionie, ça, c'est sur la côte actuelle de la Turquie. Et elle est probablement née autour de 480-470 avant Jésus-Christ. Et tout ce qu'on sait sur sa famille, c'est le nom de son père qui s'appelait Axiokos. Et on n'a pas vraiment d'informations sur comment elle est atterrie d'abord à Athènes. Il y a un historien qui s'appelle Peter J. Birknell qui fait un lien entre la famille d'Aspasie et la famille d'un personnage important à Athènes qui s'appelle Alcibiade. J'ai fait une chronique sur lui le 17 novembre 2017. Vous irez écouter ça parce que c'est un très grand personnage et c'est tellement long à expliquer que je peux pas l'expliquer. Mais son grand-père aurait été exilé à Milet et peut-être par des liens familiaux avait des liens avec eux. Peut-être ça explique leur venue à Athènes, qui était particulièrement rayonnante à ce moment-là. Donc, le mystère plane et ce qui l'amène justement à se diriger vers la carrière d'Étahir, c'est aussi excessivement mystérieux. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est parce que son père a connu un revers de fortune? On a besoin d'argent, on va placer une des filles dans ce commerce. Est-ce que c'est parce qu'elle... je sais pas, peut-être que son père avait plusieurs filles, donc il était pas capable de donner une dot à chacune d'entre elles, et donc un mariage fortuné pour elle, qui peut-être était une dernière fille, c'était pas possible. Est-ce qu'il y avait d'autres façons de se mettre, disons, de se faire alliance avec des gens plus fortunés? Ben, c'était en étant courtisane. Ce qui me ferait vraiment plaisir, mais qui est peut-être un peu moins probable, c'est qu'elle se voyait pas dans une vie de mariage décider de prendre son indépendance, ce qui en ferait l'ultime badass de l'Antiquité. Mais écoutez, c'est pas non plus impossible. J'aime à le croire, en tout cas. Toujours est-il que pour assurer son indépendance, Aspasie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être tenancière d'une maison close. Donc, elle va avoir un bordel qui, de la vie de plusieurs, notamment de la source ancienne qui est Plutarque, est devenu un genre de centre de la vie intellectuelle d'Athènes. C'est parce que c'était réputé pour être une femme d'une grande intelligence qui se mêlait, en fait, de la politique et de la philosophie, aimait échanger avec ses clients, puis va vraiment axer son bordel sur ça, sur l'échange intellectuel, mais en procurant toujours des services des services sexuels. Là. Il va y avoir des filles qui travaillent à son bordel. Est-ce qu'elle aussi continuait d'offrir, d'exercer en tant que travailleuse du sexe? Ben, ça reste à débat. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Ben, je sais pas vraiment. Mais bref, c'est ça qu'elle fait. Et les gens qui fréquentent son salon, ben, c'est quand même assez impressionnant. Il y a d'abord Périclès, qui est un stratège. Un stratège, c'est une des 10 personnes qui est en charge, surtout des affaires militaires à Athènes. Puis c'est un homme politique excessivement important parce qu'il est très bon disons, pour faire des discours, pour convaincre l'Assemblée. Donc, c'est vraiment l'homme politique de l'heure. Il y a aussi Socrate, qui se passe vraiment de présentation, là, hein? Socrate, le grand philosophe. Mais il y a aussi des artistes, comme le sculpteur Phidias, qui est connu pour ses statues colossales d'Athéna et de Zeus à Olympie, qui était une des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, vous irez voir ça sur Internet, c'est très joli.
Et finalement, cette place qu'elle prenait dans la société, c'est ça qui va vraiment choquer, surtout sa relation et son influence auprès de Périclès. Parce qu'elle va devenir sa maîtresse vers 450 et à la suite de son divorce avec sa femme en 445, elle devient probablement sa concubine, ou en tout cas elle vit avec lui. Le statut dans lequel ils sont est plutôt flou. Et quand je parlais de femme anonyme, la femme de Périclès, on ne connaît rien sur elle, seulement la première lettre de son nom qui est D. Donc, ça prouve un peu qu'une femme digne de son, disons, une femme de l'aristocratie, une femme qui est digne de sa condition, ben, on connaît rien sur elle, sauf la première lettre de son nom. Donc, c'est vraiment quand même assez intense. Et c'est finalement les ennemis politiques de Périclès qui vont nous donner beaucoup d'informations sur elle à travers un peu leurs insultes. On va dire, par exemple, que c'est elle qui écrit les discours de Périclès, puis que, en fait, lui, il est juste un pantin, donc on se fait dominer par une femme au grand, c'est comme grande angoisse grecque. Qui tire les cordes. C'est ça. Who run the world? Girls. Puis Platon va venir un peu mettre de l'huile sur le feu en faisant prononcer à Aspasie dans une de ses œuvres un discours qui ressemble vraiment étrangement à l'oraison funèbre que Périclès va prononcer à la fin de la première année de la guerre du Péloponnèse en l'honneur des soldats morts. Donc, ça vient rajouter un peu à cette chose. Et dans sa comédie, Les Acarniens, le poète comique Aristophane va faire d'Aspasie la cause de la guerre parce que en fait des jeunes hommes de Mégare se seraient vengés on aurait volé une prostituée chez eux, donc ils sont allés voler des prostituées à l'hôtel dans la maison d'Aspasie, puis elle voulait se venger. Donc Périclès, pour faire plaisir à sa maîtresse, aurait déclenché une guerre qui opposera tous les Grecs. C'est un petit peu farfelu, mais on voit qu'elle est évoquée dans le théâtre, ce qui est quand même une expérience culturelle et sociale fondamentale, où est-ce qu'on discute des enjeux, où est-ce qu'on parle des gens que tout le monde connaît. Donc, si tout le monde connaît Aspasie, c'est quand même assez surprenant à cette époque-là. Bref, elle garde vraiment pas la place qui est fixée pour une femme par une société vraiment patriarcale, et ça dérange. Malgré tout, elle va continuer sa vie avec Périclès et vers 440, elle va donner naissance à un fils qui va s'appeler Périclès le Jeune, très original. Mais ce fils-là, c'est vraiment pas un fils légitime, là, même si Aspasie avait marié Périclès, puisque en 451, donc 9 ans auparavant, Périclès avait proposé une nouvelle loi qui a été adoptée par les citoyens d'Athènes, qui faisait que maintenant les citoyens, c'était pas juste des fils de citoyens, mais bien des fils de citoyens et de filles de citoyens. Donc 2 parents athéniens, et Aspasie, ben, c'est une étrangère, donc ça fonctionne pas. Mais problématique survient, parce qu'au début de la guerre du Péloponnèse, ben, il y a une peste qui frappe Athènes, et les 2 fils légitimes de notre ami Périclès, Xanthippe et Paralos, qui a sûrement eu avec D, la fameuse femme, ils vont décéder, malheureusement, et il va être obligé de se présenter devant l'Assemblée, vraiment ému et abattu, pour les supplier de laisser son fils bâtard devenir son fils légitime, parce qu'il n'y a plus de descendance, il n'y a plus personne à qui donner son nom. Grande tragédie. Et les citoyens vont vraiment être émus et vont accorder cette demande de Périclès. Et finalement, Aspasie, c'est ça qui me fait beaucoup rire, c'est qu'elle va avoir défié toutes les conventions, même celles établies par son amant, en étant la mère d'un citoyen, alors qu'elle n'était qu'une étrangère et a été une courtisane. Fait que finalement, sa vie, la fin de sa vie va être marquée par des deuils, celui de Périclès, celui de son fils. J'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer, mais je pense que je ferai une autre chronique là-dessus. Et tout ça pour dire qu'elle va aussi se remettre en couple avec un autre homme, puis ça va créer des jalousies. Et c'est vers la fin du 5e siècle que finalement on perd un peu sa trace dans les sources. On sait pas exactement quand elle est décédée, mais on peut certainement dire que c'est une femme qui a eu un impact sur la vie intellectuelle et politique de son époque, ce qui est pas peu dire au 5e siècle en Grèce. Wow, ben merci beaucoup Magali, c'était super. Si vous voulez connaître une autre femme qui a marqué l'histoire, on vous suggère l'histoire à l'Antiquité aussi. On vous suggère d'aller écouter la chronique du 6 septembre qui a été prononcée par Isabelle Dufour. Puis, mais ce n'est pas tout. Aussi, si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas que nous aurons dans 2 semaines une émission spéciale Portrait de femmes, comme nous l'a dit tantôt Magali, où 3 femmes qui ont laissé leur marque dans l'histoire vous seront présentées. Donc c'est un rendez-vous.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous tous pour vos chroniques et pour avoir été là. Merci Robert, merci Maxime, Magali, Chloé. Merci Julien pour ton bon travail aujourd'hui. Pour une fois, je fais une bonne job. Ah non, mais Bravo, tu fais Julien. toujours une bonne job. Tu fais J'ai juste toujours fait une bonne 2 job. erreurs aujourd'hui. J'ai fait plus d'erreurs que toi. Hein. Moi, je te regardais. Est-ce qu'on est en onde? J'ai peut-être passé la moitié de l'émission à essayer de démêler mon fil de micro. Une chance que vous voyez pas ça, cher public. Non. Donc, bien sûr, vous pouvez nous écouter sur vos plateformes balado préférées. On a aussi une page YouTube. On vous invite à vous à souscrire, à vous abonner. Ah, l'anglais quand tu nous tiens. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Bon carême.